Confiné entre les murs d'une prison d'Afrique du Sud, un jeune avocat indien ne trouve aucune raison de se plaindre. Certains disent que cette prison est un palais. D'autres la considèrent comme un jardin magnifique. D'autres encore prétendent qu'il faut en franchir les grilles pour passer de l'esclavage à la liberté. Nous sommes en 1907. Le jeune avocat s'appelle Mohandas Gandhi. Pendant 8 ans, Gandhi a mené ses compatriotes indiens dans un combat non violent contre l'oppression raciale. Ils ont cheminé en sol interdit. Ils ont brûlé leurs papiers d'identité. Ils ont espéré être arrêtés. Ils n'ont pas été déçus. Gandhi a dit « Le refus pacifique de coopérer avec l'injustice est le moyen de la combattre ». Il a baptisé son arme favorite « Satyagraha », ce qui veut dire « s'en tenir à la vérité ». Chaque décennie, sur chaque continent, des opprimés ont épousé la stratégie de Gandhi pour lutter pour leurs droits et leurs libertés. La non-violence signifie résister, mais résister avec d'autres armes. Le pouvoir dont s'est doté Gandhi a bouleversé le XXe siècle. Le printemps arrive tôt en 1940. Ce qui ajoute à l'illusion que le paisible Danemark peut rester à l'abri de la guerre qui fait rage à travers l'Europe. Le gouvernement danois a proclamé la neutralité et a réduit ses forces armées de moitié. Le Danemark a l'intention de rester en paix. Le 9 avril au matin, tout change. Les attaques aériennes, terrestres et maritimes de la machine de guerre allemande rencontrent l'opposition symbolique au sud. Puis le Danemark ordonne à ses troupes de baisser les armes. Nous n'aurions pas pu imaginer qu'il y avait un lien avec la guerre ou l'occupation ou quoi que ce soit d'autre. En sautant du lit, nous avons regardé dehors. Ils étaient tout près. Ces Allemands, ils étaient tellement bruyants. Soudain, nous nous sommes rendus compte qu'il se passait quelque chose d'épouvantable. Les envahisseurs capturent le quartier général de l'armée danoise sans tirer un seul coup de feu. Les Danois, incrédules, errent dans les rues, aux aguets, l'air impuissant. Des affiches et des pamphlets allemands affirment « Nous ne venons pas en ennemis, mais en amis ». Et ils promettent que le Danemark restera sous l'égide de la loi et du gouvernement danois. Difficile à croire. Hitler réussit à occuper un pays tout entier en moins de 6 heures. Tard cet après-midi-là, le Premier ministre danois Thorvald Stauning demande au Parlement d'accepter les termes de l'occupation allemande. Mon père a estimé que sa politique était la moins nuisible pour le peuple.
Si nous avions déployé l'armée le 9 avril, les Allemands auraient sans doute bombardé Copenhague et des milliers de gens auraient perdu la vie. Plutôt que de subir une défaite, les dirigeants politiques danois choisissent de ne pas se battre. Leur but est de survivre. Ils essaieront d'obliger les Allemands à tenir leurs promesses, respecter la neutralité danoise. Sous réserve, ils négocieront les termes de l'occupation, espérant que la stratégie des relations amicales tournera à l'avantage du Danemark. Le roi régnait toujours, le Parlement légiférait, la police était responsable de l'ordre public, les tribunaux danois siégeaient et la communauté juive prospérait. Au début, les troupes allemandes sont courtoises et respectueuses. Mais leur présence est provocante. Les Danois s'interrogent. Maintenant qu'ils ont capitulé, que va-t-il arriver ? Ils ne sont pas prêts à subir l'occupation. Ils n'ont pas de Gandhi. Ils n'ont pas de groupe de résistance. Dans la plupart des foyers, l'attitude était la suivante. Accepter et faire en sorte que ça fonctionne. Mais pour l'amour du ciel, n'essayez pas d'établir de contact avec eux. Ne parlez jamais à un soldat allemand. Soyez prudent dans tout ce que vous faites. Certains ministres siégeant au cabinet danois adoptent une politique de résistance masquée par leur apparente collaboration. Les Danois coopéreront avec les Allemands, mais ce n'est qu'une stratégie pour préserver leur autonomie. Les exigences allemandes seront négociées par des diplomates, retardées par des bureaucrates et délibérément entravées si possible. Pour de nombreux Danois, ce n'est pas suffisant. Le Danemark était humilié. En réalité, la population entière a soudain estimé qu'elle avait perdu quelque chose, une part de sa dignité, une parcelle de l'honneur du pays. Que fallait-il faire ? Que faire dans une situation semblable ? Il était impossible de se battre, il n'y avait pas le nécessaire. Ils se sont donc réunis dans le parc de la ville et ont entonné l'hymne national. Chaque semaine, la chorale grandit, proclamant la naissance de la solidarité danoise contre un ennemi commun. Et les Danois sont fiers de leur roi, qui chevauche seul à travers la foule chaque matin. Le peuple était très fier d'avoir un roi. Il représentait la façon de résister aux Allemands. Et nous ne désirions pas de dictature, sous quelque forme que ce soit. Les Allemands font fi des manifestations de fierté nationale tant qu'elles ne contrecarrent pas leurs objectifs. Utiliser les fermes danoises pour alimenter l'armée allemande, se servir des usines et des chantiers navals pour suppléer le matériel de guerre. Les relations avec l'Allemagne sont menées par le ministre des Affaires étrangères danois, Erik Scavenius, un homme que beaucoup croient pro-allemand. Certains ont discuté avec lui et lui ont dit « Nous perdons peu à peu la considération de tout le pays ». Il a répondu « C'est exact, mais nous pourrions nous faire respecter et être tous morts ». Et il a ajouté « Combien de cadavres vous faut-il pour sauver votre honneur ?» Scavenius veut que les Allemands aient l'impression d'obtenir tout ce qu'ils demandent et diminuer ainsi la pression exercée sur le Danemark. En novembre 1941, il se rend à Berlin pour signer un traité justifiant l'invasion allemande en Union soviétique. Quand sa photographie avec Hitler est publiée au Danemark, les étudiants outragés descendent dans la rue. Au bout de 5 jours, la police danoise rétablit l'ordre, mais l'appui du peuple à la politique de Scavenius chute radicalement.
Les chefs de la résistance clandestine qualifient la tactique de collaboration de trahison. Leur arme principale est l'information. La presse illégale atteint 2,5 millions de gens, toute la population adulte du Danemark. Les nouvelles de la guerre, non censurées, proviennent de la BBC et d'autres sources, alimentant ainsi les espoirs des Danois. Et la presse clandestine encourage aussi la résistance active sous toutes ses formes. Des attaques isolées sont lancées par des lycéens. Des incendies, des vols d'armes de soldats allemands, du sucre versé dans les réservoirs d'essence. Si les adultes ne font rien, nous allons bouger, disent-ils. Les autorités allemandes ordonnent à la police locale d'intervenir, mais les jeunes patriotes danois sont déterminés. J'étais très en colère à l'époque, beaucoup de jeunes l'étaient. Nous étions fâchés de ne pas en faire plus, de ne pas avoir résisté davantage. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que c'était une situation désespérée, mais cela ne change pas le sentiment que j'éprouve encore d'avoir si mal protégé notre pays. En novembre, le général SS Werner Best prend les rênes du Danemark. Hitler lui dit de régner avec une main de fer et de faire pression sur Erik Scavenius, le nouveau Premier ministre. Mais la plupart des Danois sont maintenant contre la politique de Scavenius. Au cours d'une émission diffusée sur les ondes de la BBC à Londres, un exilé politique danois, John Christmas Møller, tient des propos provocateurs contre le Premier ministre et fait appel à la résistance active. Vous devez comprendre que la domination est intraitable ici et qu'il est temps que le Danemark se lève. Allez-vous vous unir? Acceptez-vous de collaborer? Nous devons nous assurer que nous ne portons pas atteinte à l'âme de la nation. Au printemps de 1943, l'occupation allemande dure depuis 3 ans. Une apparente coopération se poursuit, mais la fidélité du peuple est acquise au mouvement de résistance. Le jour, le gouvernement fait campagne contre le sabotage, tandis que la nuit, les explosions soufflent les usines et les rails, coupant l'approvisionnement allemand à sa source. L'été suivant, l'annonce des défaites allemandes en Russie, en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe encourage les Danois à résister plus vigoureusement. Il y avait des grèves régionales, des grèves non seulement dans les usines, mais dans les villes entières, où l'administration, les magasins, tout était fermé. Les actes de sabotage doublent en 1 mois seulement. Parmi les Danois, ceux qui sont incapables d'y prendre part trouvent d'autres façons de résister, allant jusqu'à défier leur propre gouvernement. Nous avons d'abord commencé par travailler au ralenti. Nous ne travaillions jamais à la même vitesse qu'avant la guerre. Nous avons reçu l'ordre de construire de nouveaux bateaux, mais ils n'ont jamais été achevés. Le travail a été saboté. Ainsi, à la fin, ils ont dû les faire remorquer en Allemagne pour les terminer. Les autorités danoises ont fait ce qu'elles ont pu pour arrêter les grèves. Elles ont découvert que c'était impossible. Elles en étaient incapables. Elles avaient perdu le pouvoir de contrôler ces masses acquises à des dirigeants locaux non autorisés, non élus, soutenus par la presse illégale. Désormais membres d'un gouvernement qui n'en a que le nom, les politiciens danois sont sur le point de jouer leur dernier acte. Le 28 août 1943, au matin, ils reçoivent un ultimatum des occupants allemands. Ils doivent suspendre les grèves, imposer des couvre-feux et exécuter les saboteurs. Le Danemark doit répondre avant 16 heures.
Le Parlement délibère pendant 6 heures. Il ne pouvait vraisemblablement pas accéder à ces demandes. Ils ont dit aux Allemands qu'ils ne pouvaient pas accepter l'ultimatum. Le ministre des Affaires étrangères, Scavenius, et les membres de son cabinet démissionnent. Le Parlement se dissout. Le Danemark n'est plus sous tutelle danoise. La botte allemande, retardée pendant 3 ans par la politique de coopération de Scavenius, s'abat sur le Danemark. La Wehrmacht s'empare des installations stratégiques. Les réunions de 5 personnes et plus sont interdites. Les nouveaux règlements sont brutalement mis en application. Dorénavant, nous connaissions nos positions. 2 camps opposés où la coopération était devenue impossible. Ainsi, nous emprunterions des voies différentes en essayant de faire le mieux possible pour que tout fonctionne, bien sûr. Mais il n'y avait plus aucun doute. Ils étaient les ennemis et nous étions le pays occupé. À peine quelques semaines plus tard, ils affrontent leur première crise quand Adolf Hitler ordonne à ses commandants d'imposer au Danemark les lois raciales allemandes. Ayant échappé à l'explosion de la guerre, il existait une certaine confiance. Tout irait bien. Mais le bouclier qui nous avait protégés contre le destin des Juifs du reste de l'Europe, cette protection a disparu. Et nous étions là, vulnérables face aux Allemands. La Gestapo obtient la liste des noms et des adresses des 7000 Juifs danois. Mais les projets pour les arrêter sont découverts. Les Juifs sont prévenus. Des milliers de Danois sont disposés à les sauver. Je me rappelle du choc que j'ai éprouvé le jour où, à l'école, le directeur a soudain frappé à la porte de la classe et nous a appelés, un autre garçon juif et moi. Il nous a dit que nous ferions mieux de faire vite parce que nos parents nous attendaient. Nous devions quitter notre appartement car les Allemands seraient là ce soir. Le rassemblement commence dans la nuit du 1er octobre. Mais les Juifs ont été cachés dans les greniers et les caves des églises et dans les maisons de milliers de Danois qui les ont spontanément accueillis. Nous avons été envoyés, par exemple, une fois à Fyn, à Odense, pour chercher quelques Juifs qui arrivaient par le train du Jutland. Nous devions les aider à passer aussi discrètement que possible les points de contrôle allemands à Storvelde. Les routes étaient étroitement gardées par les Allemands. Il fallait donc prétendre que nous avions une relation quelconque avec ces gens. Leur refuge sera la Suède, à quelques kilomètres seulement, mais il faut traverser des eaux sillonnées par la marine allemande. Ils se cachent dans la forêt et attendent. Herbert Pundik et sa famille sont recueillis par un des nombreux pêcheurs qui ont risqué le voyage et sont parvenus à sauver la majorité des Juifs du Danemark. J'ai regardé derrière moi vers la côte et j'ai vu une chose que je n'oublierai jamais. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement religieux, mais tout de même j'étais et je suis toujours bouleversé quand j'y pense. Sur cette plage de sable, j'ai vu 3 personnes. Celui qu'on appelait notre sauveur, sa femme et la femme du pêcheur se mettre à genoux sur la plage
lever les mains vers le ciel et prier pour assurer notre traversée. Le sauvetage des Juifs unit et inspire les Danois au moment où ils reconnaissent le mouvement de résistance comme leur gouvernement de fait. Le Conseil pour la liberté publie un premier bulletin clandestin en novembre 1943, un plan de résistance visant à priver l'Allemagne des bénéfices de l'occupation. Avec des explosifs et de l'équipement parachuté par les forces britanniques, la résistance évite les cibles humaines, se concentrant sur les usines de l'industrie de guerre. Leurs premiers objectifs sont les industries et le transport danois qui fournit l'armée allemande. Chaque succès entraîne des représailles plus dures et plus meurtrières de la part des nazis qui bombardent des théâtres, des clubs et les célèbres jardins de Tivoli, à Copenhague. Incapable de faire cesser les explosions, le gouverneur allemand impose le couvre-feu à la population de Copenhague en juin 1944. Les ouvriers du chantier naval Burmeister et Wayne ripostent par une action ingénieuse mais risquée. Nous espérions nous débarrasser du couvre-feu. Nous voulions retrouver notre liberté. Nous ne voulions pas être enfermés toute la nuit. À midi, nous sommes allés aux grilles et nous avons commencé à donner des coups de pied. Nous avons dit que nous voulions rentrer chez nous pour arroser nos jardins. 1200 ouvriers du chantier naval rentrent de bonne heure chez eux. Ils insistent, il ne s'agit pas d'une grève. Ils doivent jardiner l'après-midi parce que le couvre-feu les en empêche en soirée. Le mouvement Retour au foyer de bonne heure s'étend rapidement. Des milliers d'ouvriers et d'autres usines quittent le travail, mais peu d'entre eux se rendent dans leur jardin. Ils se rassemblent dans les rues, ils manifestent, allument des feux et narguent ouvertement les patrouilles allemandes. Le premier jour, 6 Danois sont tués. Il y avait des barricades dans les rues et tout a été incendié. Le travail s'est arrêté. Personne ne voulait aller travailler. Tout cela a créé dans la population l'idée qu'il était temps que les Danois se battent contre les Allemands. Ce fut probablement l'effet le plus décisif de la grève générale. Werner Best, le gouverneur nazi, resserre l'étau un peu plus chaque jour. Il ordonne aux troupes de tirer sur les groupes de 5 personnes ou plus. Puis, il coupe l'électricité, le gaz et l'eau. Les Danois répondent en faisant la cuisine sur des feux de bois et en puisant l'eau d'un lac voisin. Best tente de son mieux de bloquer la ville et de couper tout contact avec le monde extérieur. La population suit la consigne des chefs de la résistance. Jusqu'à la levée du couvre-feu et l'arrêt des fusillades, continuez la grève, dit le Conseil pour la liberté. Je l'ai respecté. Ça cadrait avec le pays, avec ce qui était convenu. Nous ferons la grève jusqu'à demain midi. C'était très clair. Les gens ont suivi. Et à midi pile, le jour suivant, tout a recommencé. Les Allemands ont respecté notre action. Best est très pressé de reprendre la production, mais sa marge de manœuvre est limitée. En effet, ses troupes ont été retirées du Danemark et envoyées ailleurs pour suivre leur guerre. De plus, il sait qu'un ouvrier danois vivant est plus utile que mort. Le 9e jour, Best cède. Il lèvera le couvre-feu et retirera ses troupes si les grévistes retournent au travail. Le Conseil pour la liberté publie un bulletin de victoire qui met fin au débrayage. Il déclare que la grève est leur arme la plus efficace. Inconsciemment, les Danois ont adopté la tactique préférée de Gandhi
ils ont tout simplement refusé d'obéir. En reconnaissant le pouvoir de la non-coopération, le Conseil revoit sa position sur le sabotage et met l'accent sur la planification des grèves. Le mois suivant, il a recours à une série de grèves symboliques qui durent 2 minutes. Le Danemark traverse son dernier hiver difficile en pleine pénurie de carburant, d'eau et de nourriture. Puis, le printemps arrive. Comme d'habitude, à l'époque, nous nous sommes rassemblés autour de la radio pour écouter le message de la BBC. Puis, tout à coup, la transmission a été interrompue et nous avons entendu cette formidable dépêche. Les Allemands venaient de capituler. Un historien danois conclut « Le Danemark n'a pas gagné la guerre, mais il n'a été ni défait ni détruit. La plupart des Danois n'ont pas été brutalisés par les Allemands. » La résistance non violente a sauvé le pays et a davantage contribué à la victoire des Alliés que si l'armée danoise avait pris part au conflit. C'était une sensation physique, un mélange d'euphorie et de frisson. Ça semblait si étrange. Les larmes me sont montées aux yeux et je me souviens très clairement que j'ai dit spontanément « Ainsi nous avons survécu ». Ce sont probablement les premiers mots qui sont sortis de ma bouche. Donc, nous avons survécu. C'était l'atmosphère idéale pour faire la grève. Avant 6 heures du matin, nous avions commencé à distribuer les pamphlets. Je pouvais être arrêté et appréhendé à tout moment. J'avais évidemment très peur. Les ouvriers du chantier naval Lénine à Gdańsk sont en colère au point de déclencher une grève. Ils sont mécontents de la récente augmentation des prix et du licenciement de l'un des leurs. Mais peu d'entre eux se rendent compte à quel point leur grève les opposera au pouvoir du gouvernement communiste en Pologne. Les gens ont commencé à hurler « Ouvrez les grilles !» Nous allions en ville au secrétariat régional du Parti communiste. Nous avons compris qu'il fallait entonner l'hymne national afin de les calmer. Nous n'allions pas refaire l'erreur de 1970, descendre dans la rue et nous faire refouler par des chars d'assaut. En Pologne, chaque ouvrier connaît l'histoire de décembre 1970. Les grévistes avaient quitté le chantier naval et avaient manifesté jusqu'au siège du Parti communiste. 6 personnes avaient été tuées et 300 autres blessées. Ils ont appris combien il était futile d'affronter les troupes armées dans la rue. L'un d'entre eux avait 27 ans, il était électricien au chantier naval et se nommait Lech Wałęsa. Il a été licencié pour avoir agi à titre d'activiste syndical en 1976. Mais aujourd'hui, en 1980, il est de retour et il aide à monter la grève. Pendant ces 10 ans, depuis 70, alors que j'étais dirigeant au même chantier naval, j'ai eu le temps de repenser aux erreurs commises. J'ai réfléchi aux moyens que j'utiliserais si le destin me donnait une autre chance. Cette fois, Wałęsa et les autres organisateurs se sont soigneusement préparés. Nombreux sont ceux qui connaissent et apprécient Wałęsa au chantier.
Il annonce « Nous allons occuper le chantier naval. Je serai le dernier à partir. » Leur grève sera strictement non violente. Le gouvernement n'aura aucune raison d'ouvrir le feu. Le comité de grève réquisitionne une cafétéria dans l'ancien département de Wałęsa. Sa première démarche est de s'assurer que les rumeurs de grève ne seront pas étouffées par le régime. Alina Pienkowska, une infirmière du chantier naval, téléphone à Jacek Koroni, au Conseil pour la défense des ouvriers à Varsovie. Il communiquera les nouvelles à la radio Europe Libre et à la BBC. Grâce à cela, le monde pourrait entendre parler de nous. Non seulement le monde, mais aussi les familles des ouvriers du chantier naval de Gdańsk, qui sauraient pourquoi leurs maris, leur père ou leur fils ne sont pas rentrés à l'heure habituelle. Cet appel téléphonique a permis aux gens de s'organiser dans la ville de Gdańsk. Vendredi matin, le mouvement de grève s'étend. Les transports en commun cessent. Le port est fermé et 22 usines participent à la grève. En tout, 50 000 ouvriers. Le gouvernement a coupé le téléphone dans le reste de la Pologne, craignant que le mouvement de grève ne prenne de l'ampleur. Mais il est trop tard. Partout en Pologne, les gens sont au courant de la grève de Gdańsk. À la cafétéria, le comité de grève termine une liste de revendications. Il prépare des pamphlets pour les ouvriers en grève. Au sommet de la liste apparaît le droit de constituer des syndicats libres et indépendants et le droit de grève, demande auquel le régime communiste de la Pologne s'opposera sûrement. Samedi, le directeur du chantier naval reçoit des ordres de ses supérieurs du Parti communiste. Il est prêt à entamer des pourparlers. Le chantier naval offre des hausses salariales généreuses et de meilleures conditions de travail. Tout y est, sauf les syndicats indépendants. Mais lors du vote, la direction a dispersé des fonctionnaires membres du parti dans l'Assemblée. Les termes de l'entente sont ratifiés et les ouvriers commencent à retourner chez eux. Pendant que des milliers d'entre eux se dirigent vers la sortie, Anna Valentinovic, qui a réintégré grâce à la nouvelle entente le poste qu'elle avait récemment perdu, leur rappelle que le règlement qu'ils viennent d'accepter abandonne les autres ouvriers qui se sont joints au mouvement. Que faites-vous de ceux qui nous ont soutenus? Il y avait 40 usines. Que faites-vous d'eux? J'étais honteuse et désolée. Qu'aurions-nous dû faire? L'infirmière Alina Pienkowska court à la porte principale et essaie d'arrêter les ouvriers. Une petite foule se réunit pour l'écouter. Elle les supplie de rester. Si nous voulons vraiment des syndicats libres, si nous voulons vraiment influencer la direction, il faut être solidaire, c'est-à-dire poursuivre la grève. Des milliers d'ouvriers rentrent chez eux, mais quelques centaines se rangent aux côtés d'Alina. Ils resteront toute la nuit pour continuer la grève. Pendant la nuit, ils prennent une décision ferme, celle d'organiser la grève dans toutes les usines afin de représenter tous les ouvriers polonais. Ce nouveau mouvement décuplera leurs forces et créera un pouvoir du peuple jamais vu en Pologne communiste. Dimanche matin, les ouvriers improvisent une messe catholique à l'intérieur de l'enceinte. Des milliers de citadins se réunissent à l'extérieur. Les grilles sont décorées de fleurs, de messages d'appui et d'une photographie du pape qui est polonais. C'est une démonstration de soutien inattendue pour les grévistes.
Je ne m'attendais pas à une telle réaction des citoyens de Gdańsk. Ça m'a donné beaucoup de courage et d'énergie, parce que je me suis rendu compte que nous serions probablement capables d'accomplir quelque chose. Le vaste mouvement de grève interusine a publié 21 revendications, un document qui a enflammé les ouvriers des autres villes. L'un d'entre eux est électricien dans une usine de tracteurs près de Varsovie. Il s'appelle Zbigniew Bujak, il a 27 ans. Tout à coup, nous avons appris qu'il y avait une grève à Gdańsk. Nous avons lu les 21 revendications. Et pour employer une expression typiquement polonaise, nous avons clairement senti que nous tenions Dieu par le bras. Nous avons soudain estimé que nous détenions un outil qui, si nous ne faisions pas d'erreur, pouvait être utile. À Gdańsk, les grévistes qui ont passé la fin de semaine à l'intérieur du chantier naval sont récompensés. 15 000 ouvriers reviennent se joindre au mouvement de grève. Le vaste mouvement interusine attend la réponse aux 21 revendications. Pendant ce temps, de plus en plus d'usines rejoignent les rangs. Les grévistes gagnent graduellement du terrain sur un système qui n'a jamais permis l'existence d'un autre pouvoir que celui du Parti communiste. Partout, les ouvriers suivent l'exemple de Gdańsk et minimisent les risques en restant à l'intérieur de leur lieu de travail. Nous ne sortions pas de l'enceinte, parce qu'il aurait été facile pour les autorités de nous provoquer, simplement nous provoquer, pour faire ensuite intervenir la police ou les militaires. Nous avons voulu éviter que cela se produise. Nous connaissions les activités de Gandhi ou ce que Martin Luther King avait fait, et nous savions qu'en mettant en pratique la théorie de la résistance non violente, ils avaient gagné. La deuxième semaine commence. Les grévistes publient un bulletin quotidien appelé Solidarité et se préparent à une longue lutte. On pourrait dire qu'à l'intérieur du chantier naval, il y avait un deuxième gouvernement polonais. Nous traitions cela avec humour. Nous avions un ministre des Communications, un ministre de l'Aide sociale et des salaires qui collectait de l'argent. Il y avait un ministre des Finances qui administrait les fonds que nous avions recueillis auprès de diverses sociétés. Il y avait un ministre de la Sécurité qui était responsable de tous les gardiens, de la défense des barrières et de l'alimentation. Tout était réglé comme une montre suisse. Leur patience leur a donné des forces. Au 9e jour, le mouvement de grève interusine représentait presque un demi-million d'ouvriers de 370 usines réparties dans chaque industrie et chaque région de la Pologne. Des négociateurs du gouvernement se rendent au chantier naval. La longue impasse semble se terminer. Jerzy Kołodziejski, responsable régional à Gdańsk, faisait partie de l'équipe de négociation. Certaines personnes ont applaudi, contentes de voir que l'autorité, le responsable régional, faisait son entrée au chantier naval pour entreprendre les négociations. D'autres juraient, me huaient, m'insultaient. Je n'avais aucun doute, j'allais être l'agneau du sacrifice. Les ouvriers exigent que toutes les discussions soient retransmises par les haut-parleurs du chantier naval. On doit permettre aux médias polonais de couvrir la grève et les pourparlers. Le gouvernement s'assoit à la table de négociation après 10 jours de stagnation. Cela a dégénéré. Il est apparu que les grévistes ont utilisé ces 10 jours pour renforcer leur position, pour renforcer le vaste mouvement de grève interusine et pour convaincre les gens que, sans négociation avec le comité,
un règlement du conflit était impossible. Le vice-premier ministre polonais, Mieczysław Jagielski, fait face à Lech Wałęsa, un électricien de 37 ans. Jagielski est habitué au micro et aux caméras. Wałęsa se décrit comme un simple ouvrier qui suit ce que lui dicte son cœur. Le régime qualifie les grévistes de traîtres. Maintenant, le délégué du Premier ministre doit négocier. Le comité de grève est prudent, sachant que s'il va trop loin, il perdra la partie et que l'intervention militaire soviétique est une réelle possibilité. Ceux qui négocient au nom des ouvriers ne sont pas pressés. Ayant eux-mêmes formulé les revendications, ils ne négligent rien pour obtenir les syndicats indépendants et rejettent les pressions du gouvernement qui veut aborder d'autres questions. Punkt po punkcie po parę godzin każdy następny redagowali. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy. Sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktyka strajkujących była taka. La tactique des grévistes était celle-ci. Nous devons obtenir l'accord sur les syndicats libres, tout le reste suivra. Wałęsa a dit, monsieur, ne parlons pas de ces choses-là. Ce sont des détails. Ce dont nous avons besoin, ce sont des syndicats autonomes. Coś nie dogadać się w czymś. My chcemy, jeśli to wszystko dobrze pójdzie... Pendant près de 2 semaines de pourparlers, Wałęsa fait régulièrement des rapports à ses troupes. Avec une franchise inouïe, il cherche à obtenir un consensus avec les syndicats officiels polonais. La solidarité des ouvriers reste forte face à ses adversaires. Aucune grève n'avait jamais été menée de façon aussi décisive, avec une telle volonté de victoire, un tel désir de consolidation et la conviction que nous devions quitter cette pièce victorieux. Ce n'était pas seulement la conviction des participants au mouvement de grève interusine, mais celle de tous les ouvriers qui nous ont entourés et des dizaines de milliers de gens qui ont bloqué le chantier naval. Tout cela avait un effet. Ça nous a mis du baume au cœur. L'arrêt des usines crée une pression qui profite aux grévistes. À Gdańsk, l'outillage de valeur et les bateaux en construction servent d'otages. De plus en plus pressé de reprendre la production, le régime accepte progressivement une entente. Dimanche, le 31 août, un accord est prêt à être signé. Ils ont obtenu des hausses salariales, une semaine de travail de 5 jours, l'abandon de la censure imposée à la presse, des syndicats autonomes et le droit de grève. Ja powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to porozumienie, nous nous sommes immédiatement rendus compte que les accords signés n'étaient qu'une première étape et que maintenant la vraie course contre la montre commençait. I teraz dopiero rozpoczyna się dla nas prawdziwy wyścig z czasem. La vraie tactique, la lutte intellectuelle avec l'autre camp, avec ceux qui étaient au pouvoir, démarrait. Parce qu'il était évident que même s'ils avaient signé les accords, ils voudraient immédiatement les dénoncer.
La course contre la montre commence au moment où Wałęsa et Walentynowicz visitent le pays pour célébrer leur succès, recruter de nouveaux membres et créer des centaines de syndicats locaux affiliés. En 4 mois, les adhésions à Solidarité se chiffrent à 10 millions. Particulièrement concerné par le bien-être des travailleurs polonais, Solidarité ne peut se cacher une réalité évidente, son existence défie la suprématie du Parti communiste. Dès le début, j'estimais que l'autre camp se préparait à frapper. Mais au moment où ils allaient s'en prendre à 100 organisations, il y en avait déjà 1000 autres. Quand ils ont été prêts pour 1000, nous étions 10 000. Et ce n'était pas 100 000 membres, mais 1 million. Et plus tard, nous étions 10 millions. Ils doivent grossir rapidement et atteindre une telle envergure que lorsque la confrontation inévitable se produira, Solidarité sera trop puissante pour être détruite. Les activistes sont harcelés, leurs journaux censurés et leurs bureaux pillés. On ordonne aux ouvriers de travailler 2 samedis par mois, une faille dans l'accord. Solidarité riposte. Tak. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewu, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Przez każdych ludzi. O, nie dam rady. No, nie tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego, ale nie mogę. Un an après sa fondation, le syndicat réélit Wałęsa à la présidence. Lech Wałęsa. Mais la structure transparente et démocratique de Solidarité la rend vulnérable à ses propres extrémistes et à ceux qui tentent de s'y infiltrer. Il y avait quelques agents provocateurs, vous pouvez encore les entendre sur les bancs d'aujourd'hui, qui versaient de l'huile sur le feu. Ils proposaient de faire une manifestation à Varsovie, de réunir 100 000 ou 200 000 personnes et ensuite d'aller jusqu'à la confrontation physique. Évidemment, les autorités n'avaient pas le choix. Ou elles cédaient devant une telle puissance et procédaient à des élections démocratiques, ou elles envoyaient des chars d'assaut et nous mettaient en prison. Dans la nuit du 11 décembre 1981, les autorités communistes effectuent une descente au cours d'une assemblée des dirigeants nationaux de Solidarité. Le conseil, au grand complet, est arrêté à l'intérieur de l'hôtel. Les 2 jours suivants, des activistes de Solidarité sont arrêtés par milliers. La loi martiale est décrétée le 13 décembre. Au moment où ils ont asséné leur coup, je leur ai dit, à cet instant précis, vous avez perdu et nous gagnons. Vous avez planté les derniers clous de votre cercueil communiste. La loi martiale est proclamée, le régime a perdu le soutien populaire. En comptant seulement sur le pouvoir d'interdire, le régime a perdu tout pouvoir de persuasion. Bien que le syndicat soit interdit, l'appui populaire n'a pas faibli. Solidarité devient un mouvement de résistance non violent, imprégné du patriotisme polonais. Dépourvue d'administration centrale, Solidarité existe à travers des milliers de petites organisations, trop nombreuses pour être étouffées. La presse clandestine les unifie et les soutient dans leur résistance et leur opposition au pouvoir de l'État. Je savais que c'était mon cheval de bataille. Je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez m'enfermer, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas me vaincre. Donc la lutte continuera. Elle durera quelque temps, ça nous coûtera cher, mais nous gagnerons.
Pendant 7 ans, la répression crée l'illusion de la stabilité, mais sous la surface, les fondations pourrissent. Durant l'été 1988, elle s'effondre alors que la hausse des prix, les manifestations et le rationnement paralysent le pays. Une nouvelle vague de grève déferle sur le gouvernement qui perd le contrôle de la situation. Le régime offre de légaliser à nouveau Solidarité si Lech Wałęsa négocie la fin des grèves. En 3 jours, le pays est de retour au travail. Solidarité prouve qu'elle est devenue une force très capable et responsable. En février 1989, Solidarité, le gouvernement, le parti et l'Église constituent une table ronde sur l'avenir de la Pologne. Après 2 mois de négociations, ils s'entendent sur des syndicats autonomes, la liberté de la presse et des élections parlementaires. Après 2 mois de campagne, les candidats de Solidarité sont populaires, mais personne ne s'attend à ce qu'ils délogent le Parti communiste. Le 4 juin 1989, les Polonais votent lors de la première élection démocratique tenue depuis plus de 60 ans. Cette nuit-là, sur la place située devant l'appartement de Lech Wałęsa, on célèbre la victoire. Solidarité a défait le Parti communiste par une marque de 10-1. S'ils ont seulement entrouvert la porte de la liberté, moi j'ai mis mes bottes de prolétaire dans cette porte et ils ne la fermeront pas. Printemps 1983. Pendant presque 10 ans, le général Augusto Pinochet a gouverné le Chili sans être contesté. Nous avions besoin de quelqu'un pour oser dire au dictateur qu'il était un dictateur et pour affirmer que la dictature était une dictature, pour l'affronter sur son propre terrain. Pas sur celui des armes, mais seulement pour oser leur dire que ce que nous vivions au Chili était injuste et que ça devait changer. Pinochet est arrivé au pouvoir en 1973 lors d'un coup d'État qui a provoqué l'assassinat du président socialiste élu, Salvador Allende. Pendant les premiers mois du régime militaire, le nombre de gens détenus dans les prisons s'élevait à plus de 40 000. Au moins 3 000 personnes ont été assassinées et exécutées, ou bien leurs corps ont disparu. Écrasant cruellement tout défi à son autorité, Pinochet sème la terreur partout à travers le Chili. C'était une forme de paranoïa très vive, et tous en étaient victimes. Chacun subissait une sorte de châtiment dans sa famille, et il fallait se montrer très prudent. Quand mon mari et moi nous rendions à une soirée, il ne me présentait à personne. Quand je lui ai demandé pourquoi ne me présentes-tu pas aux gens, il a répondu « Il ne faut pas, c'est trop dangereux, il ne faut pas connaître le nom des gens ». Crainte, terreur. Si les gens ont peur, il est plus facile de les contrôler. Et ce que l'histoire retiendra de Pinochet, c'est qu'il a été l'homme de la terreur. Les exécutions, les disparitions et les emprisonnements
maintiennent la dictature au pouvoir pendant 10 ans. En 1983, une grave crise économique porte le taux de chômage à 30%. Comme les Chiliens estiment qu'ils n'ont rien à perdre, une franche obstruction au régime est envisagée pour la première fois. Les premiers signes d'opposition apparaissent au cœur de l'économie chilienne, dans les mines de cuivre des montagnes des Andes. Les mineurs font partie des ouvriers les mieux payés. Ils travaillent pour la plus grande et la plus lucrative industrie d'exportation du pays. Leur dirigeant, Rodolfo Seguel, 29 ans, commis dans la plus grande mine de cuivre du Chili. Il a été élu récemment président du Congrès national du travail. Seguel veut que ses membres fassent le premier pas, une grève générale dans tout le pays. 10 ans déjà que personne n'était descendu dans la rue. Nous étions curieux de voir la réaction du pays et ensuite de voir si les gens oseraient suivre. Notre but était de leur ouvrir les yeux et de dire au peuple qu'ils pouvaient le faire, que c'était possible et que nous pouvions agir. Une semaine avant que la grève n'éclate, les troupes de Pinochet encerclent les mines de cuivre. Seguel sait qu'il y aura un carnage si la grève est maintenue. Les membres du Congrès changent leur plan. Au lieu d'entamer la grève, ils proclament une fête nationale de la protestation. Avec quelques jours seulement pour se préparer, ils doivent mobiliser non seulement les membres du syndicat, mais la population tout entière. Je me rappelle ce matin-là. Au début, il était difficile de savoir si la personne marchait lentement, si elle conduisait lentement sa voiture ou si elle déambulait lentement sur le trottoir. On ne pouvait pas savoir si c'était une promenade ou une protestation. Finalement, à midi, il est devenu évident, très évident, que tout allait au ralenti. La ville commençait visiblement à se barricader. À la nuit tombée, personne ne sait si l'explosion finale du mouvement de protestation atteindra son but. Tout commence à 20 heures précises, d'abord à titre d'essai. Le jour suivant, on entendait « Qu'avez-vous fait hier soir? Y étiez-vous? » Ah oui, j'étais là, frappant mes pots et mes casseroles avec mes voisins. Tout à coup, s'est installée une réelle complicité dans une société où chaque individu était littéralement muré dans sa tour d'ivoire. Le lendemain, quand la protestation a pris fin et que nous nous sommes réunis, nous avons décidé d'organiser une manifestation une fois par mois. Nous l'avons fait pendant 9 ou 10 mois, une contestation mensuelle. C'était la confusion pour le régime militaire parce que nous ne protestions pas avec des armes. Cela nous a donné plus de pouvoir. À mesure que les manifestations mensuelles se multiplient, un climat proche de l'euphorie s'installe. Les gens commencent à croire que seules les démonstrations massives viendront à bout de la dictature. Les manifestations d'opposition sont strictement non violentes.
La répression brutale exercée par la police à chaque démonstration mensuelle est destinée à intimider et à faire cesser le mouvement, mais elle n'a aucun effet. Au début du mois d'août, la veille de la 4e démonstration, Pinochet nomme un nouveau ministre de l'Intérieur, Sergio Arpa. Il a pour mandat d'ouvrir le dialogue avec l'opposition. Dans un geste contradictoire, le même jour, Pinochet déploie des milliers de soldats dans les rues de la capitale. Un sinistre prélude aux démonstrations du lendemain. Les forces de sécurité interrompent la protestation du mois d'août en ayant recours à une brutalité sans précédent. La police déclare que 17 civils ont été tués. Le bilan réel est beaucoup plus élevé. C'était si violent. C'est là que je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas continuer à suivre cette voie parce que la violence était trop forte. Pinochet avait déployé 16 000 soldats dans les rues de Santiago. Plus de 80 personnes ont été tuées et la population a commencé à se rebeller. Scandalisé par le carnage, le nouveau cardinal de l'Église catholique du Chili s'offre comme médiateur pour ouvrir le dialogue promis par Pinochet. Lors de la première réunion, Gabriel Valdés m'a dit qu'il devait me remettre un document. Je lui ai dit que je ne le prendrais pas parce qu'il s'agissait d'un accord rédigé le matin même, exigeant la démission du président de la République, qui n'était plus, de ce fait, reconnu comme légitime. Or, si le président de la République n'est pas le président légitime, je n'ai rien à faire ici, puisque je le représente. On ne peut donc pas aller plus loin. Lors de son anniversaire, en novembre, Pinochet met un frein aux réunions entre Sergio Arpa et l'opposition. Les petites concessions accordées par Arpa, limiter les actions politiques, autoriser le retour d'exil, mettre fin à la censure littéraire, sont jugées irrecevables par le général. Le dialogue est rompu. Il n'y eut aucun résultat. C'était très frustrant. Le régime n'a pas changé du tout. Et Jarpa lui-même a été considéré comme un politicien sans importance. En fait, le contrôle du gouvernement est passé en des mains beaucoup plus fermes. Les groupes d'opposition ont été naïfs de penser que Pinochet négocierait le déclin de son propre pouvoir. Les protestataires n'ont pas réussi à faire lâcher prise à la dictature, mais ils ont montré à Pinochet qu'ils ne se laisseraient pas écraser par la force et ils ont ouvert une brèche politique dont ils vont se servir. Fin novembre 1985, un demi-million de personnes se joignent au plus grand rassemblement politique de l'histoire chilienne. Gabriel Valdés parle au nom de 11 partis d'opposition et de l'Église catholique. L'Entente nationale voit le jour, formée pour favoriser une transition non violente vers la démocratie. Valdés prévient, si nous ne soutenons pas l'Entente nationale, nous nous dirigeons tout droit vers la guerre civile. Dans les quartiers pauvres, les poblaciones, une guerre de faible intensité, a déjà commencé. Les périodes difficiles ont été plus dures ici, ce qui favorise la venue de partis marxistes et communistes chiliens. Seuls quelques-uns ont pris les armes, mais l'idée d'une révolution violente est admise. Le régime perçoit les poblaciones comme un terrain ennemi. De jeunes hommes sont arrêtés, interrogés au milieu de stades et de champs, et jetés en prison sans procès.
Des centaines d'entre eux n'ont jamais été revus. En violant ainsi les droits de la personne, Pinochet entraîne l'Église catholique, normalement conservatrice, dans le conflit. Quoique le clergé ne prenne aucune position politique, l'Église proteste contre la torture, les meurtres et les disparitions et préconise les méthodes non violentes. Si on a recours à la violence, il faut déployer la force pour se défendre. Ce qui est imposé par la violence doit être défendu par la violence. C'est pourquoi nous pensons que la violence est la force du faible, parce qu'il n'y a pas d'arguments qui tiennent, aucune autorité morale. Ainsi, toute chose réalisée par la violence sera défendue au moyen de la violence. Les protestations mensuelles prennent une tournure violente quand les extrémistes affrontent la police, fournissant à Pinochet le prétexte dont il a besoin pour s'en prendre à l'opposition. Certaines factions influentes sont durement critiquées pour leurs méthodes non violentes. Quand on subit la répression, plusieurs pensent que la seule façon d'y faire face est d'avoir recours à la violence. Mais dans ces conditions, il était selon nous absolument impossible de réussir. À la fin de l'été 1986, la perspective d'une guerre civile nationale devient réelle. Les services de renseignement chiliens découvrent une cachette d'armes dans le désert du Nord qui les mène à un groupe de guérilleros affiliés au Parti communiste chilien. Les inscriptions montrent que les armes viennent de Cuba. Pinochet dit que c'est la preuve que ses adversaires fomentent une révolution. Quelques semaines plus tard, les guérilleros, lourdement armés, attaquent le cortège de Pinochet sur une route de montagne isolée. Les communiqués du gouvernement annoncent que 5 gardes présidentiels sont morts, mais ne font aucune mention du général. 4 heures plus tard, le dictateur apparaît à la télévision pour décrire l'attaque. Il ne paraît pas vraiment secoué d'avoir échappé de justesse à l'attentat et rentre au palais présidentiel en affichant son habituelle désinvolture. L'épisode renforce son image d'invincibilité. Cela nous a permis de nous concentrer sur les vraies questions. Devons-nous tenter de nous diriger vers un grave conflit armé, comme celui que nous avons vu en Amérique centrale, avec un coût énorme en vies humaines et toute la souffrance qui l'accompagne, ou devons-nous tenter de trouver un autre moyen beaucoup plus nébuleux? Nous avons commencé à chercher une manière de sortir de cette impasse. La constitution de Pinochet prévoit un plébiscite en 1988. Les Chiliens auront le droit de voter pour ou contre 8 ans de régime militaire supplémentaire. Désinvolte et présomptueux, Pinochet a toujours été certain de gagner. Mais après 5 ans d'apprentissage, l'opposition non violente saute sur l'occasion. Pour la première fois, nous savions que si Pinochet restait au pouvoir, ce serait grâce au plébiscite auquel il fallait répondre par oui ou non. Donc, nous nous sommes dit, si nous nous préparons, nous pouvons défaire Pinochet en disant non. Nous nous sommes dit, comment faire confiance à un dictateur qui a fait tout ça? Il va dépouiller le scrutin, va-t-il compter les votes tels qu'ils sont? Nous n'avions pas le choix et nous avons décidé d'aller de l'avant en tentant de créer toutes les conditions nécessaires pour éviter toute fraude. Des milliers de volontaires sillonnent les campagnes, frappent aux portes pour convaincre les Chiliens qu'ils peuvent voter non sans crainte de représailles et que les résultats ne seront pas truqués. Ils en sont remerciés par le soupçon et le scepticisme. Pour créer l'apparence d'un vote juste, Pinochet et ses généraux édictent de nouvelles lois électorales. Tout parti d'opposition qui rassemblera 35 000 signatures pourra envoyer des observateurs aux urnes, un facteur déterminant pour éviter la fraude, et se verra accorder 15 minutes de temps d'antenne à la télévision chaque soir pendant les 4 semaines précédant les élections. J'ai dit, vous voyez, si vous vous faites inscrire, j'irai à la télé
Et ce jour-là, je dirai à M. Pinochet qu'il doit partir. Après que son parti ait été agréé, Lagos saisit sa chance quand il participe à une émission d'information très populaire. Il tient un article de journal dans lequel Pinochet affirme qu'il ne se présentera pas au plébiscite. Le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Du jour au lendemain, grâce à son audacieuse performance, Ricardo Lagos devient une célébrité. Son succès laisse présager l'importance que prendra la télévision dans la campagne pour le non. Les droits de la personne constituent le talon d'Achille de Pinochet. Les partisans du non projettent de présenter des pubs télévisées pour souligner la torture, la mort et la prison. Mais des conseillers politiques américains les avisent qu'insister sur les craintes du passé aurait un effet négatif. Ils ont mis au point une campagne orientée vers l'avenir qui se concentrait sur des préoccupations qui touchaient la vie et les besoins quotidiens des gens. Cette campagne a pris le régime de Pinochet et les partisans du oui par surprise lorsqu'elle a été diffusée le premier soir du dernier mois de campagne. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Mais ce non, qu'est-ce qu'il signifiait? Oui à la démocratie. Il signifiait oui à une plus grande justice sociale, non à l'injustice. L'alegría ya viene, qui veut dire la joie est proche, signifiait que le pays appartenait à tous et que nous allions abolir la dictature non pas avec une arme, mais avec un crayon, et que cette route allait être traversée sans haine, sans rancœur, sans vengeance. À la télévision, la campagne du non fait sensation et projette l'image d'un avenir brillant sans Pinochet. Les messages télévisés gagnent la confiance des téléspectateurs sceptiques en faisant référence aux souffrances infligées par la dictature. Les gens avaient l'habitude de se précipiter chez eux pour regarder ces pubs. Et je faisais la même chose. C'était un peu comme si, pendant 15 minutes, on employait les vrais mots pour dire les vraies choses. La torture, c'est la torture. Et ça se passe ici. Après toutes ces années de démenti, c'était là pour la première fois à la télévision. Buenos días, don Aníbal. Deme 2 marraquetas. La pauvreté existe. Certaines vieilles dames n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter un sachet de thé. Voy a llevar té también. ¿Cómo no? 2 bolsitas. Una nomás. No más miseria. Información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, voto no. No. Voto sí. Sí. Non. Les observateurs de l'opposition procèdent maintenant à un décompte du vote basé sur une technique d'échantillonnage. À l'aide du télécopieur et du téléphone, les chiffres sont transmis aux ordinateurs de Santiago. Tôt dans la soirée, les tenants du non remportent une victoire décisive.
Une petite station de radio indépendante annonce les résultats. Installé au palais présidentiel, Pinochet ne dit rien. Les soupçons de fraude électorale grandissent à mesure que les heures passent et qu'on est encore sans nouvelles des résultats. À minuit, des officiers supérieurs de la marine, de l'armée de l'air et de la police de Pinochet font irruption dans le palais. Le général Fernando Maté, commandant de l'armée de l'air, dit aux journalistes « Il semble que le non l'a emporté ». C'est une déclaration publique qui suggère à Pinochet d'accepter la défaite. En quelques secondes, ses commentaires sont radiodiffusés. Le non tirait sa force de gens extraordinairement ordinaires. Ils ont vraiment mis leur vie en danger. Ils ont contesté et ils désiraient vraiment prendre position. Je pense que dans le monde, nous vivons vraiment pour le pouvoir. Nous voudrions agir sur l'autorité, autorité personnelle, autorité morale. Quand les actions reposent sur le pouvoir, enfin, si une arme est pointée sur moi, je vais dire tout ce que vous voulez. Et quand on retire l'arme, je fais ce que je veux. Comment les gens ont-ils vécu ce moment? Ils l'ont vécu sans haine, convaincus qu'ils avaient été des participants, des acteurs. Ici, il n'y avait pas de dirigeants charismatiques, pas de guérilleros, pas de chef qui aurait dit « j'ai fait cela ». Au Chili, ce soir-là, ils étaient convaincus qu'ils l'avaient fait eux-mêmes. Combien étaient-ils? 7 millions. Major funding for this series was provided by Susan and Perry Lerner. Additional funding was provided by the Albert Einstein Institution, advancing the study of strategic nonviolent action in conflicts throughout the world. Elizabeth and John H. Van Merkenstein III. Abby and Alan Levy. And the Arthur Vining Davis Foundations.